J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. Salut les fans de fiction et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sauce Fiction, le podcast qui dévore la SF à toutes les sauces. Je suis Olivier et je vous accompagne aujourd'hui dans la découverte d'un nouveau roman de science-fiction. Je vous parle aujourd'hui de l'ère des gladiateurs, écrit à 4 mains par Frédéric Paul et Cyril Kornbluth. Il y a des livres qui parfois offrent des parallèles troublants entre l'imaginaire développé sur du papier et notre quotidien bien réel. Prenons les Jeux Olympiques. Un événement mondial qui célèbre l'excellence sportive et qui va avoir lieu dans quelques semaines dans notre pays, la France. Ce moment, qui est censé rassembler le monde entier autour de valeurs comme l'amitié, la solidarité, le dépassement de soi, est pourtant critiqué depuis longtemps sur la manière dont ces valeurs se construisent lors de la préparation de cet événement sportif mondial dans chacune des villes qui l'accueillent. Derrière cette façade éclatante, se cache un spectacle bien rodé, soigneusement calibré pour détourner notre attention des vrais défis qui minent notre société depuis des décennies. Tandis que nous applaudissons les performances athlétiques, les inégalités sociales, la précarité, l'inaction climatique et l'injustice restent confortablement hors du champ des caméras. Le sport devient un puissant anesthésiant qui lave notre esprit de toute critique possible. Dans l'ère des gladiateurs, cette orchestration du divertissement atteint des proportions dystopiques. Imaginez seulement un monde où les combats de gladiateurs ont été ressuscités, non pas dans des arènes antiques, mais dans des amphithéâtres ultramodernes, high-tech, saturés d'écrans lumineux et de publicités criardes vantant les mérites, par exemple, de boissons gazeuses au packaging rouge et blanc. Rien à voir avec notre réalité, bien évidemment. Ici, les pauvres et les opprimés se battent pour leur survie tandis que les riches se délectent de ce spectacle. La douleur, la misère et la lutte acharnée sont transformées en une distraction, une performance conçue pour fasciner et asservir les masses. Et les masses, eh bien, c'est vous, c'est moi, c'est nous. La première fois que j'ai lu ce livre, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ces méga événements sportifs de notre monde actuel. Mondial d'athlétisme, Coupe du monde de football, celle de rugby et bien évidemment les Jeux Olympiques. Les parallèles étaient évidents. Tout est mis en œuvre pour nous distraire de la réalité. On nous vend un rêve d'égalité, de compétition loyale, mais en coulisses, les sponsors et les organisateurs accumulent les profits, tandis que les communautés locales subissent les conséquences économiques, écologiques et sociales avant, pendant et bien après les Jeux. Un stade flambant neuf émerge en quelques mois, au prix d'une déforestation massive ou du déplacement de quelques milliers de familles. Pourtant, tout cela, tous ces problèmes s'effacent dans l'éclat des médailles d'or, d'argent et de bronze, mais aussi sous le patriotique drapeau national de chacun. L'ère des gladiateurs nous rappelle à quel point ces illusions peuvent être pernicieuses. La société fictive du livre, écrite en duo par Frédéric Paul et Cyril Kornbluth, est dominée par des avocats d'affaires qui manipulent les lois et exploitent les failles du système pour maintenir le pouvoir entre les mains d'une certaine élite. Les combats de gladiateurs, ou plutôt les jeux de gladiateurs, ne sont qu'une distraction destinée à maintenir la population sous contrôle. Le divertissement est donc devenu une arme, une stratégie de domination subtile, mais surtout une stratégie efficace afin de maintenir l'ordre par l'illusion. Et puis, en refermant ce livre, je vous avoue que je me suis demandé où est la frontière entre la fiction et la réalité. Sommes-nous si loin de ce monde imaginaire décrit par Paul et Kornbluth ? Il suffit parfois de jeter un coup d'œil à nos propres jeux pour s'apercevoir que nos stades surdimensionnés, nos émissions de télé-réalité, nos réseaux sociaux saturés de publicités et de contenus viraux sur ces thématiques, eh bien, tout ceci fait le job. Ne sommes-nous pas, nous aussi, pris au piège de ce grand spectacle d'illusions permanent qui nous détourne des vrais sujets d'action. En réfléchissant à cela, je me suis souvenu d'un jour où je regardais distraitement une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Je crois que c'était celle de Londres en 2012. Souvenez-vous, l'extravagance des Jeux britanniques qui ont pris vie dans un show époustouflant, étincelant, avec James Bond
accompagnant la reine d'Angleterre qui sauta en parachute dans le stade pour l'ouverture. Attention spoiler, ce n'était pas vraiment la reine d'Angleterre, mais une cascadeur. Mais surtout, il y a eu un déferlement de rock, de paillettes. Freddie Mercury a même été ressuscité sur écran géant. Un spectacle haletant qui a détourné notre attention de tous les sujets et défis sociaux, voire économiques du moment. Comme dans l'ère des gladiateurs, ce faste masque les injustices réelles. Nous sommes, à notre tour, captivés par le spectacle, aveuglés par la fête, oubliant les véritables enjeux qui se cachent derrière ces feux d'artifice. N'oublions pas qu'en 2012 en Angleterre, environ 27% des enfants britanniques vivaient en dessous du seuil de pauvreté. Une augmentation du nombre de sans-abri a été observée à Londres et dans d'autres villes limitrophes, aggravée par les politiques d'austérité du gouvernement. Le taux du chômage chez les jeunes de 16 à 24 ans avoisinait les 20%. Les écarts de revenus se creusaient. Les 10% les plus riches gagnaient en moyenne 12 fois plus que les 10% les plus pauvres. N'oublions pas également la crise financière de 2008 qui a laissé le Royaume-Uni en récession avec des impacts majeurs sur l'emploi et les salaires. Les mesures d'austérité ont d'ailleurs réduit les budgets sociaux, aggravant encore plus les inégalités et la précarité ambiante. Pourtant, en 2012, les Jeux Olympiques ont mis en avant une image brillante du Royaume-Uni, pleine d'humour, d'excentricité et de créativité. Oui, mais l'ère des gladiateurs n'est jamais loin pour nous rappeler que le spectacle a souvent servi de distraction pour masquer les défis urgents qui persistent même après les Jeux. Nous l'avons tous constaté à ce moment-là, mais 2012 était parfaite, avec des feux d'artifice éblouissants, des chorégraphies précises et des discours émouvants. Mais quelque chose a pourtant cloché. Je me souviens avoir ressenti un étrange malaise, comme si tout ce faste n'était qu'un écran de fumée destiné à masquer une réalité bien plus cruelle. Les échos de l'ère des gladiateurs résonnaient dans ma tête, me ramenant à ces arènes fictives où les foules acclamant la violence sont insensibles aux souffrances des combattants. Il est parfois troublant de réaliser à quel point la fiction peut être prophétique. Si l'ère des gladiateurs semble si familière, c'est parce que Paul et Cornbluff ont su capturer un aspect sombre mais profondément humain de notre personnalité, notre tendance à chercher l'évasion à travers le spectacle, même si cela signifie ignorer les injustices qui nous entourent. Cette réflexion devrait nous pousser à nous poser cette simple question. Sommes-nous vraiment conscients de ce que nous consommons, ou ne sommes-nous que les spectateurs aveuglés d'un grand spectacle qui nous dépasse totalement ? Et ce spectacle, ce n'est pas les jeux, c'est notre vie. Vous en êtes conscient ? L'ère des gladiateurs, Gladiator at Law, pour la version anglaise, est une œuvre fascinante coécrite par deux talentueux personnages que sont Frédéric Paul et Cyril Cornbluff. Bien évidemment, nous sommes dans un monde totalement dystopique où la justice, le pouvoir et le rêve américain se trouvent déformés par l'influence corrosive des avocats d'entreprise et des grandes corporations toutes puissantes. L'intrigue du récit nous amène dans un futur où les avocats d'entreprise dominent le monde. Le cabinet Green Charlesworth a pris le contrôle de la société, rendant le droit des affaires extrêmement lucratif. Ceux qui réussissent vivent alors dans de luxueuses maisons à bulles conçues par GML, une société mystérieuse dont les actions ne sont jamais évoquées publiquement. Les contrats de travail avec cette firme incluent tous un logement type GML, mais les non-initiés sont relégués au bidonville de Belly Rave, anciennement Belle Rêve, un quartier gangréné par la misère et gouverné par des gangs. Nous suivons dans cette histoire deux protagonistes, Norval Blight, un concepteur de lunettes de jeu, et Charles Mundin, un avocat du droit pénal. Victime de la politique d'entreprise, Blight est expulsé de sa maison GML. Sa femme Victoria décide alors de retourner avec lui à ses racines dans le bidonville. Charles Mundin, quant à lui, est empêché d'accéder aux emplois lucratifs du droit des affaires en raison du monopole imposé des grands cabinets d'avocats. Leurs destins vont bien évidemment coexister et se lier à un certain moment, surtout lorsqu'ils croiseront à l'intersection de leur vie, celle de Norma et Donald Levin, des héritiers qui détiennent 25% des actions de la société GML. Mais un jour c'est le drame. Donald va cacher ses actions juste avant d'être enlevé et conditionné par ses kidnappeurs, et c'est à ce moment que tout le groupe, constitué de Norval, Charles et Norma, doit affronter le cabinet d'avocats Green Charlesworth et découvrir la vérité
qui se cache derrière la société GML. L'ère des gladiateurs explore donc la déshumanisation causée par le capitalisme effréné et la corruption des élites. Les jeux des gladiateurs symbolisent une société en soi où les gens sont manipulés pour s'autodétruire, un reflet glaçant du pouvoir dévorant des grandes corporations. Les thèmes de la lutte des classes, de l'exploitation et de la résistance à l'oppression sont omniprésents dans toute l'œuvre. Paul et Cornbluff dépeignent une société horrible où l'illusion du rêve américain s'effondre devant la réalité crue d'une culture de la cupidité à l'extrême. Belly Raves représente alors l'enfer sur terre où même la pluie, décrite dans les paysages de pluie de Chep, est teintée de désespoir. Vous vous demandez qui est Chep ? Dans l'ère des gladiateurs, Chep est un personnage vivant dans le bidonville de Belly Raves. Il y joue un rôle clé dans l'histoire aidant Norval Blight à naviguer dans les dangers et la misère du bidonville après que Blight ait perdu son emploi et son logement dans une de ses maisons bulles GML. Chep est un artiste qui peint des paysages, en particulier les paysages de pluie qu'il adore, capturant les scènes du bidonville sous ce déluge. Ses peintures sont des représentations sombres et mélancoliques de la misère humaine, reflétant l'état d'esprit des habitants de Belly Rave. Mais c'est grâce à sa connaissance approfondie du bidonville qu'il réussit à aider Blight à trouver des moyens de survie et à comprendre les règles non écrites de cette communauté. C'est un allié très précieux dans cet environnement hostile, mais aussi un personnage complexe en proie à ses propres démons. Il entretient d'ailleurs une relation très ambiguë avec la femme de Blight, ce qui complique encore davantage la dynamique entre les deux personnages. Chep est franchement un personnage poignant et mémorable qui représente à la fois la tragédie et l'espoir de vivre dans un monde dystopique. Ces paysages de pluie sont un rappel poétique que même dans les endroits les plus difficiles, les plus durs, les plus sombres, il reste une lueur d'humanité qui scintille et qui ne demande qu'à brûler. J'ai découvert l'ère des gladiateurs par hasard, lors d'une brocante, attiré par le titre intrigant et surtout la couverture. J'ai toujours adoré les couvertures de science-fiction avec leurs couleurs gris métallisées que l'on trouve sur certains récits. La première lecture a été, pour tout vous avouer, complexe et j'avoue ne pas avoir compris le but réel du récit. Il faut dire que cette vision sombre d'un futur dominé par des avocats sans scrupules et des corporations tyranniques semblait si éloignée de ma compréhension à cette époque, mais terriblement réaliste aujourd'hui. La description des maisons bulles GML, avec leur capacité à se transformer selon les besoins de leurs occupants, m'a rappelé les promesses utopiques faites dans les années 50. Mais ici, cette utopie est corrompue, offrant un luxe réservé à une élite sur fond d'exploitation et de misère, à la limite de l'esclavage. L'ère des gladiateurs s'inscrit donc dans la lignée des critiques sociales acerbes de Paul et Cornbluff. Bien que moins connu que leur œuvre précédente, Planète à gogo, ce roman explore de manière percutante les thèmes de la manipulation et du pouvoir. Il a influencé de nombreuses œuvres de science-fiction dystopiques ultérieurement d'ailleurs, en mettant en lumière les dérives du capitalisme et de la société de consommation. C'est le cas des Dépossédés, par exemple, d'Ursula K. Le Guin, en 1974, un roman qui explore deux sociétés radicalement différentes, l'une capitaliste et l'autre collectiviste. Mais aussi Le Cercle de Dave Eggers. Le Cercle de Eggers décrit une société obsédée par la surveillance et dominée par une méga-entreprise technologique. Les thèmes de la manipulation et du contrôle corporatif résonnent avec ceux de l'ère des gladiateurs. Mais aussi Snow Crash de Neil Stephenson, qui décrit un monde dominé par les entreprises dans un univers cyberpunk. Comme dans l'ère des gladiateurs, les corporations ont pris le contrôle des fonctions gouvernementales et les classes sociales sont plus divisées que jamais. Mais encore, dans la bande dessinée, il y a Transmétropolitain, une série de bandes dessinées hallucinantes de Warren Ellis et Darick Robertson. Cette série présente un monde futuriste cynique où les médias et les grandes entreprises manipulent l'opinion publique. La critique sociale acerbe et le ton satirique rappellent vraiment l'ère des gladiateurs. D'ailleurs, l'ère des gladiateurs est un roman à lire et à relire parce que son texte résonne profondément avec notre époque, parce que
la concentration des pouvoirs économiques que nous constatons aujourd'hui reste aussi une de nos préoccupations majeures. Sa combinaison entre satire sociale et critique politique en fait d'ailleurs un incontournable pour tout amateur de science-fiction. L'impact de l'ère des gladiateurs sur la culture populaire ne doit pas être sous-estimé non plus. Lors de sa publication, le livre a suscité des critiques variées allant de l'admiration pour sa critique acerbe du capitalisme à des interrogations poussées sur son cynisme latent. Paul et Cornbluth réussissent pourtant à peindre un tableau poignant sur les sujets d'inégalité sociale et la marchandisation de la vie humaine. Pour moi, l'ère des gladiateurs soulève des questions philosophiques majeures qui méritent même d'être explorées. L'une des thématiques centrales est bien sûr celle de l'éthique dans un monde où les corporations détiennent le pouvoir ultime. La manipulation génétique, bien que effleurée dans le roman, pointe vers une société où l'humanité est modifiée pour servir les besoins des plus puissants. Un autre sujet central est la nature de la liberté individuelle face à un contrôle systémique. Les gladiateurs, dans le titre représentant moderne des combats de l'arène, sont réduits à la condition de bêtes humaines luttant pour la survie sous l'œil voyeur d'une élite décadente. Cette exploitation rappelle les questions de conscience et de libre arbitre, soulevant des réflexions similaires à celles de George Orwell ou de Aldous Huxley. Enfin, les implications morales de l'exploration spatiale, un thème récurrent dans la science-fiction des années 50, apparaissent ici dans le contexte de la conquête économique. Les cartels ne cherchent pas à explorer l'espace pour le bien ou le développement de l'humanité, mais simplement pour accroître leur pouvoir et leur profit. Cette quête de domination économique illustre alors la corruption morale totale de cette société. Sur le plan littéraire, Paul et Cornbluth nous offrent un récit riche et captivant. La construction du monde est minutieuse, chaque détail renforçant le sentiment d'oppression et d'inégalité. Les banlieues désolées, les ruines urbaines et les bastions luxueux des cartels forment un contraste saisissant. Le style narratif combine efficacement le sarcasme, la critique sociale et un réalisme glaçant. Les personnages sont profondément humains dans leur faiblesse et leur lutte. Mundine incarnant un idéal de justice face à l'adversité, tandis que ses adversaires représentent une corruption omniprésente. L'utilisation de techniques comme le symbolisme renforce encore les thèmes du livre. On en vient à comprendre alors que les gladiateurs sont une métaphore puissante dans le monde, dans ce monde de la condition humaine, dominé par les cartels, et les jeux d'arène deviennent un spectacle macabre, symbolisant la déshumanisation totale. Depuis l'annonce en 2007 que les Jeux Olympiques se dérouleraient à Paris, la France s'est embarquée dans un projet colossal qui se veut célébrer comme un moment d'unité nationale. Pourtant, derrière l'enthousiasme affiché, les Jeux de 2024 révèlent une réalité bien plus sombre. De la gentrification à la surveillance de masse, en passant par la démesure budgétaire, les QR codes qui délimitent l'accès à des quartiers entiers de la capitale, ces Jeux Olympiques semblent destinés à masquer les dysfonctionnements de notre société plutôt qu'à promouvoir des valeurs de solidarité et de fair play. La première préoccupation majeure concerne le budget. Initialement estimé à environ 5 milliards d'euros, le coût total devrait avoisiner les 9 milliards, selon certaines projections, faites par des ONG, bien sûr. En 2019, le rapport de la Cour des comptes mettait déjà en garde contre une possible explosion des dépenses. Dans le contexte actuel de crise économique successive, ces fonds sont difficilement justifiables pour quelques semaines d'allégresse. Même le coût exorbitant des infrastructures telles que le village olympique ou le centre aquatique inutilisable contraste violemment avec les budgets réduits alloués aux services publics essentiels. L'exemple le plus flagrant de cette démesure est la Seine-Saint-Denis, département les plus pauvres de France, mais également le département où seront implantées de nombreuses infrastructures olympiques. Du pain et des jeux pour les populations les plus pauvres, vous vous souvenez ? Comme à chaque fois, la promesse du moteur de développement économique est faite, mais ces constructions contribueront en réalité à l'embourgeoisement des quartiers défavorisés. Des milliers d'habitants risquent d'être délogés au nom de la rénovation urbaine au profit d'investisseurs privés et de logements de luxe, les maisons bulles. Ici, pas de dystopie, rien que la vraie vie. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 constituent également un terrain d'essai pour des technologies de surveillance toujours plus intrusives.
Des drones de surveillance aux caméras intelligentes capables d'identifier des comportements suspects seront déployés partout. La ville sera transformée en un laboratoire de sécurité high-tech. La loi JO 2024, adoptée en mars 2023, permet d'ailleurs aux autorités d'expérimenter la reconnaissance faciale et d'autres systèmes biométriques. Cette militarisation sécuritaire, sous couvert de protection contre le terrorisme, pose de sérieuses questions sur l'avenir de nos libertés individuelles. Elle normalise une surveillance de masse qui pourrait s'étendre bien au-delà des Jeux Olympiques. D'autres sujets peuvent nous interpeller, bien sûr, comme celui de l'écologie. Alors que la ville de Paris se targue d'organiser les premiers Jeux verts, les réalités environnementales racontent une toute autre histoire. La construction de nouvelles infrastructures engendrera une quantité considérable d'émissions de CO2. La destruction d'espaces verts comme celui de l'ère des vents de Duny contredit les promesses de durabilité. Les engagements en matière de transport vert ne suffiront pas à compenser non plus l'afflux massif de touristes attendu à plus de 10 millions de personnes. Les JO de 2024 ne feront qu'ajouter à l'empreinte carbone de la France, déjà critiquée pour ses engagements climatiques insuffisants. Vous imaginez bien que dans ce contexte, il est difficile de ne pas voir les Jeux Olympiques comme une vaste opération de distraction, alors que la France connaît des tensions sociales croissantes alimentées par les réformes controversées. Les Jeux offrent un récit de rassemblement dans la grandeur nationale. Les festivités masqueront les fractures sociales et économiques, les injustices persistantes, les politiques d'austérité et la hausse des prix généralisée. En focalisant notre attention sur le décompte des médailles or, argent et bronze, la couverture médiatique tendra à reléguer au second plan les protestations, les préoccupations des citoyens et les enjeux réels de société. La mise en scène du succès olympique cherchera d'abord à faire oublier les conséquences sociales, économiques et environnementales de ces mêmes jeux. Dans l'ère des gladiateurs, Paul et Kornbluth décrivaient déjà une société où les élites utilisaient le spectacle pour distraire les masses de leurs problèmes quotidiens. Les Jeux Olympiques 2024 semblent incarner cette vision dystopique. C'est le sport-spectacle, orchestré par des multinationales et des dirigeants politiques, qui sert de panem et circenses moderne. Mais à quel prix? La question qui reste en suspens est celle de l'avenir de notre civilisation. Si nous continuons à privilégier le spectacle aux dépens du bien-être collectif, si nous permettons aux Jeux Olympiques de dissimuler les inégalités et les injustices, que restera-t-il de nos propres valeurs? Allons-nous accepter que l'héritage des JO soit une société plus divisée, surveillée et inégalitaire, ou saurons-nous rediriger cet élan vers un avenir plus juste et durable? Une réflexion profonde s'impose sur la voie que nous souhaitons réellement emprunter, celle du spectacle à tout prix, ou celle d'une société où les véritables valeurs olympiques, celles d'origine, ne se réduisent pas à un slogan marketing « Taste the feeling ». Nous arrivons à la fin de cet épisode passionnant, je l'espère pour vous. Si les thèmes et les récits que nous avons explorés aujourd'hui vous ont captivé, n'oubliez pas de vous abonner à notre podcast pour ne rien manquer de nos futures explorations. Aimez et partagez cet épisode sur vos réseaux sociaux pour aider d'autres amateurs de science-fiction et de récits fantastiques à nous découvrir. Votre soutien est essentiel et permet à la communauté des passionnés de science-fiction de grandir et d'échanger des idées sur ce sujet. Merci d'avoir écouté et à la prochaine pour une nouvelle aventure au cœur de l'univers fascinant de la SF. C'était Olivier. À bientôt, les fans de fiction. J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire.